Ok, bonsoir tout le monde. Merci d'être présent pour assister à cette petite présentation de ce que nous faisons chez Softkinetic. Je vais commencer par une petite vidéo d'assez mauvaise qualité, mais au moins ça montre tout de suite nos technologies combinées à la réalité virtuelle. Donc ça vous donnera tout de suite la bonne explication. Bon, voilà. Bon endroit, voilà. Je sais pas s'il y a du son, mais de toute façon pas très important. Donc un casque Oculus, notre caméra Time of Flight, une caméra 3D au-dessus, un logiciel qui traque les mains. Résultat, c'est des mains en 3D en temps réel dans un monde virtuel. Alors l'intérêt, c'est, je vais l'expliquer pour la présentation, mais en deux mots, c'est vraiment pour avoir une interaction tout à fait naturelle dans un espace virtuel. Donc comme Rémi l'a expliqué, c'est une composante importante à l'expérience de réalité virtuelle, c'est de pouvoir interagir simplement. Aujourd'hui, il faut interagir avec un clavier ou une manette, ce qui est vraiment pas du tout naturel. Bon, là il fait du blabla pendant 10 minutes. Je sais pas si encore des images. Bon voilà. Et la petite démo qui est ici, c'est un truc similaire à ça. Vous pouvez attraper des cubes, c'est Minecraft VR avec les mains. C'est très basique, mais ça montre le potentiel de l'interaction. J'espère que certains d'entre vous ont déjà pu essayer la démo, et pour ceux qui n'ont pas pu, ils pourront encore l'essayer après. Alors, ici. Ouais, fantastique. Alors donc, la société Softkinetic, qu'est-ce qu'on fait en général? On développe des technologies de vision 3D. Donc, un senseur très spécial qui voit les distances, au lieu de voir les couleurs, et une série de logiciels qui permettent de faire différentes choses. Certains logiciels permettent de traquer les mouvements des doigts et de la main, un autre logiciel permet de traquer le corps entier, c'est quelque chose de très similaire à Kinect, pour ceux qui connaissent, et aussi des logiciels qui permettent de reconstruire des objets en 3D grâce à l'information qui vient de la caméra. Mais vraiment le cœur de la technologie, c'est ce fameux senseur qu'on appelle le TOMVL, Time of Flight. En deux mots, comment ça fonctionne? C'est assez simple. Le principe, c'est qu'on envoie de la lumière infrarouge dans la scène. Cette lumière rebondit sur des objets qui sont dans la scène, revient dans le senseur, et le senseur est capable de mesurer le temps qu'a mis la lumière pour faire les lectures. Et ça pour chaque pixel. Donc il y a plusieurs technologies qui permettent de voir en 3D. Il y a la stéréo, qui est une vieille technologie qui est simplement une combinaison de deux senseurs couleurs qui voient avec des angles légèrement différents. C'est très basique, c'est très facile à faire, c'est très peu cher, donc c'est un grand avantage, mais c'est pas très robuste. Et aussi la lumière structurée consiste à envoyer un pattern en infrarouge sur les objets, qui est déformé par les objets, et un autre senseur voit la déformation et calcule la distance. Nous, c'est tout à fait différent, c'est simplement mesurer le temps que la lumière prend. Donc c'est une vraie mesure de distance. Alors, à quoi ça sert en général la vision 3D pour des appareils comme des laptops, des voitures, des tablettes ou n'importe quel autre appareil? Ça sert en gros à faire trois choses. On a regroupé les cas d'utilisation en trois familles, ce qu'on appelle le contrôle actif. Donc là, c'est vraiment l'utilisateur qui activement donne des instructions, principalement gestuelles, à son appareil. Donc Kinect, c'est le même exemple. Autre catégorie, l'acquisition du monde réel. Donc grâce au fait qu'on a cette information 3D, on peut reconstruire soit des objets, soit des environnements complets en 3D. Pour ceux qui connaissent le projet Google Tango, c'est exactement ça. Et troisième catégorie, ce qu'on appelle le context awareness en bon français, c'est le contraire de l'active control, c'est vraiment l'appareil qui comprend son environnement, qui comprend ce qui se passe dans son environnement et qui peut anticiper des situations ou anticiper le besoin de l'utilisateur. Un exemple très concret, c'est notamment dans une voiture, c'est monitorer ce que fait le conducteur, s'il tourne la tête, s'il est distrait très longtemps, s'il s'endort,
s'il y a une bagarre dans la voiture, le fait de voir tout ça en 3D permet une analyse fine et donc la voiture peut réagir en fonction. Alors, pourquoi aussi cette combinaison de cas d'utilisation, permet vraiment une expérience complètement nouvelle avec ces devices, ces appareils, que ce soit une télé, une voiture, peu importe. C'est que aujourd'hui on parle beaucoup de smart devices qui sont en fait pas si smart que ça, parce qu'elles demandent beaucoup d'attention. Donc un téléphone portable, ça vibre, ça bip, il faut répondre, il faut regarder, une voiture, il faut tout lui dire aussi. Là vraiment l'idée c'est que tous ces appareils anticipent plus, procurent une expérience beaucoup plus personnalisée et donc permettent à l'utilisateur de se concentrer sur ce qu'il a vraiment envie de faire plutôt que contrôler ces appareils. Alors, petite digression pour les développeurs de jeux vidéo qui se trouvent dans la salle. Un de nos logiciels, celui qui traque l'écran entier, est disponible en fait sur la PS4 pour une expérience similaire à Kinect sur la Xbox, avec une caméra tout à fait différente. C'est pas notre caméra malheureusement, c'est une caméra stéréo, beaucoup plus basique, mais néanmoins ça fonctionne bien. Mais l'intérêt c'est pas vraiment de faire exactement comme Kinect. Ce qui est bien sur la PS4, c'est qu'il y a d'autres méthodes d'input, notamment le move, la manette, qui permet d'avoir un objet en main, comme disait Rémi. Ça permet une interaction aussi beaucoup plus réaliste. Et si en combinaison le tracking du corps entier et la manette move sur la PS4, on peut avoir des interactions vraiment immersives et physiques. Voilà, donc pour ceux qui développent sur PS4, n'hésitez pas à télécharger notre logiciel. C'est pas cher. Alors 3D scanning. Donc c'est tout à fait différent. Mais la même technologie de senseur 3D permet également de faire du scanning, c'est-à-dire de la reconstruction d'objets existants, d'objets ou de salles. Donc là, simplement, en accumulant les informations 3D sur différents points de vue, on peut construire un objet complet. Alors, c'est bien pour la reproduction, évidemment, le 3D printing. C'est bien pour la navigation également. C'est tout l'enjeu du projet Tango de Google, c'est de pouvoir avoir une information très précise à l'intérieur des bâtiments plutôt que juste à l'extérieur. Bon voilà, pour la réalité augmentée aussi, c'est essentiel d'avoir une modélisation de l'environnement réel. Alors, j'accélère un peu. Voilà, c'est une petite démo faite au SIGGRAPH par nos amis de Qualcomm. Je sais pas si vous connaissez ceux qui font les processeurs pour tablettes. Ils ont leur logiciel de reconstruction qui s'appelle Vuforia, assez connu. Voilà, avec notre senseur, là, ils scannent le petit la pluche là, qui est un corps mou pour faire plaisir à Rémi. Mais il devient dur malheureusement, il reste pas mou. C'est intéressant. Donc évidemment nous notre enjeu technologique c'est d'aller vers le mobile, c'est-à-dire d'avoir un senseur tout petit qui consomme rien, qui voit loin, qui voit précisément. Ouais, c'est toute la pression qu'on reçoit de ces fabricants de tablettes. Bon voilà. Alors je regarde, j'ai plus que 5 minutes. Alors plus précisément ce qu'on fait avec Oculus, enfin Oculus et les autres headsets de réalité virtuelle, notamment Sony également à son Project Morpheus, c'est vraiment similaire. Là l'idée c'est vraiment de monter la caméra sur le headset, donc ce qui permet de donner une vue 3D de l'environnement qui est face à l'utilisateur, donc pas seulement ses mains mais aussi les objets qui peuvent se trouver sur la table, l'environnement direct, les pièces, etc. Donc c'est utile pour la manipulation, c'est utile également, et c'est tout bête, mais c'est vraiment important, pour les collisions. Donc quand on est dans ce monde de réalité virtuelle, évidemment on est coupé du monde réel, ce qui pose des problèmes de sécurité. Donc là, avec une information de distance et de proximité d'objets, on peut parer à ça. Pour le contrôle, comme je disais, pour la réalité virtuelle, mais l'étape suivante, ce sera la réalité augmentée. Nous, on voit vraiment la réalité virtuelle comme une première étape
plus simple à maîtriser, puisqu'on maîtrise l'ensemble de la visualisation, là où dans la réalité augmentée, il faut combiner le réel et le virtuel. Mais ça arrive aussi. Il y a beaucoup de sociétés actives dans la réalité augmentée. Bon, pour ceux qui connaissent pas plutôt, un roman que je vous conseille s'appelle Rainbow's End de Werner Vinge. Il décrit exactement ce que sera la réalité augmentée dans 10 ans, comme Neil Stephenson a décrit exactement ce qu'est la réalité virtuelle aujourd'hui, la combinaison Oculus Facebook. Il a décrit ça dans les années 90, comme on dit en Belgique. Et c'est phénoménal de précision. Hein. Donc, lisez Rainbow's End, vous allez voir ce que sera la réalité augmentée dans 10 ans. Et ce qui est bon pour nous, c'est qu'il faut un senseur 3D. Bon, voilà. Alors, un petit mot technique sur la perception de l'espace en réalité virtuelle. Donc en gros, un humain, sans rentrer dans les détails, a 3 grandes zones de vision. La vision très précise, très focus, qui a, vous voyez la portion grise, qui est en fait extrêmement réduite. C'est là où on voit tous les détails en haute définition. Il y a la vision périphérique. Bon, c'est pas la vision périphérique, mais la vision globale, plus ou moins 120 degrés, 140 degrés, où on perçoit encore bien les objets et ce qui se passe. Et puis la vision totalement périphérique, où on a juste des indications de mouvement et légèrement d'intensité de couleur. Donc ça, c'est la vision humaine. Alors l'idéal, évidemment, pour une bonne interaction gestuelle, c'est que le senseur donne un angle de vue similaire. Bon, c'est pas encore le cas aujourd'hui. La démo qu'on a là, c'est la première génération de DS325, donc on a 72 degrés horizontal, ce qui est assez limité. Hein. Quand vous allez essayer la démo, vous allez voir que finalement, il faut garder ses mains plus ou moins devant soi. Si on les met là, on voit plus rien. La prochaine génération que j'ai aussi ici, mais en prototype, fait 120 degrés, donc c'est déjà mieux. Et bon, on essaiera d'aller plus large par la suite. Alors, comme Rémi l'a dit aussi, la latence, ça c'est vraiment le grand challenge de la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Quand il y a un décalage entre le corps de l'utilisateur, la vision de l'utilisateur et le retour visuel, il y a ce qu'on appelle le motion sickness qui arrive immédiatement. Pour ceux qui sont malades en voiture, quand ils lisent, c'est exactement ça, c'est le corps qui a un retour physique qui est différent du retour visuel, donc on est malade. Bon, alors malheureusement, enfin le grand challenge, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments techniques entre l'action et le retour visuel. Il y a la captation optique, il y a le processing sur l'ordinateur, il y a le transfert de données via les ports USB, il y a le moteur de rendu, et puis il y a l'affichage, et tout ça cumulé fait que la latence commence seulement aujourd'hui à être suffisamment minime pour avoir une bonne expérience de réalité virtuelle, mais évidemment il faut encore améliorer ça. Et nous de notre côté, on n'est évidemment pas en contrôle de toute la chaîne, mais du côté du senseur, du logiciel, on essaie d'améliorer aussi. Alors un autre aspect vraiment intéressant que nous n'avons pas encore beaucoup exploré et qu'on espère voir se développer de plus en plus, c'est l'interaction sociale. Et bon, c'est une des raisons majeures pour lesquelles Facebook a racheté Oculus. Et donc de nouveau, c'est décrit dans Snow Crash de Neil Stephenson. C'est cet aspect social. Donc quand on est aujourd'hui, quand on joue à des jeux, par exemple multijoueurs, l'interaction physique ou le comportement physique est extrêmement réduit. Il y a des smileys, il y a quelques petites danses dans World of Warcraft, voilà, mais c'est assez minimum. Ici, avec la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la captation 3D des vrais mouvements du corps, il y a une dimension en plus qui arrive, qui est vraiment la communication physique, la communication corporelle, qui est vraiment une dimension qui est encore pas du tout explorée dans le monde du jeu vidéo, mais aussi simplement des réseaux sociaux. Donc ça, c'est vraiment intéressant de voir ce que ça va donner. Voilà, donc je vais vite conclure en vous communiquant le fait qu'on lance un concours, Reach VR, voilà, parce que Reach, voilà.
Donc tout est indiqué sur le site. Le gagnant gagnera, outre une caméra et une licence pro de notre logiciel, un full pass GDC, pour ceux qui connaissent la Game Developer Conference. Et ils peuvent choisir soit les États-Unis, soit Europe, soit Chine. On paye pas l'avion, on paye juste le pass. Et voilà, donc vous pouvez soumettre vos prototypes. Il faut pas que ce soit léché, il faut juste que l'interaction soit intéressante. Voilà. Déjà, merci beaucoup pour nous avoir réservé cette exclusivité. Je crois que c'est la première fois que tu annonces ce concours. On va dire oui. En France. Enfin, c'est voilà, exactement. C'est même une exclusivité Elisart, hein, tu l'as jamais fait ici non plus. Donc ça tombe bien, donc merci déjà pour ça. Je vous conseille d'essayer, hein, parce que forcément, il y a des choses absolument merveilleuses à faire avec ça. J'en suis aussi convaincu pour ceux qui étaient là dans la session d'avant. En revanche, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Où ça? Ici. Bonsoir. En fait, si je me trompe pas, vous avez dit que votre produit se basait sur les infrarouges, c'est ça? Exact. Et ça a déjà été utilisé par le passé, si je me trompe pas, pour les Wiimotes et ce genre de choses, mais vous n'avez pas eu de soucis de brouillage de signal ou d'interaction négative avec avec des radiateurs, des lumières, du feu Donc nous, pour expliquer un peu plus la technologie, on pulse la lumière sur une fréquence extrêmement précise, une bande extrêmement réduite. Et le pixel ne réagit que à cette bande d'infrarouge, qui est l'infrarouge proche du visible. Donc on n'est quasiment jamais embêté par une source qui se trouverait à proximité d'infrarouge. Par contre, on a une limitation par rapport aux sources d'infrarouge extrêmement puissantes, comme le soleil par exemple, qui émet sur toutes les bandes lumineuses et de manière extrêmement puissante. Donc là, ça sature le senseur. Donc aujourd'hui, la caméra qu'on a ici en bas, elle fonctionne pas en plein soleil parce qu'elle est saturée. Mais ça, c'est une limitation sur laquelle on travaille. On travaille dans l'automobile aussi. L'année prochaine, il y aura une voiture avec notre caméra dans le plafond qui permettra d'interagir avec son GPS, etc. Et là, on a dû résoudre le problème de lumière ambiante puissante. Donc, c'était une des limitations qui commence à être résolue. Yes, c'est cool. Vous vous placez comment? Ça marche. Vous vous placez comment vis-à-vis du Leapmotion du coup? Au-dessus en général. Non. Donc Leapmotion, c'est pas une technologie time of flight ou lumière structurée ou stéréo. Enfin, pardon, c'est une technologie stéréo, mais qui ne produit pas une map 3D complète. Donc ce qu'ils font eux, c'est détecter les contours des objets en 3D, mais donc on a juste un contour. Donc ils sont vraiment concentrés sur le tracking des mains. Ils font pas autre chose. Là où nos technologies, nous on se place plus comme un fournisseur de technologie qu'on donne aux OEM qui eux fabriquent les produits. Mais donc ça, on adresse beaucoup plus de marchés et de produits différents que Leapmotion. C'est pas que le tracking des mains, nous c'est par exemple le corps entier aussi, mais c'est aussi la reconstruction 3D, etc. Disons que demain j'ai envie de développer quelque chose avec votre solution. Bonne idée. Vous fournissez quoi comme SDK? Eh bien, vous allez sur ce site-là, il y a un bouton, click download et tout vient, le driver de la caméra, le SDK, les samples Unity, et voilà. Et alors, vous aurez certainement des problèmes, donc vous nous contactez et on aide. Est-ce que vous envisagez de fournir un SDK pour un Unreal Engine ou d'autres moteurs? Alors, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser le SDK dans le Unreal Engine. Il y a une API C, C++, C Sharp. Donc, malheureusement, on n'a pas l'intégration nickel dans Unreal, mais pour quelqu'un qui connaît le moteur, c'est vraiment pas compliqué. Avons-nous une dernière question? Soyez pas timide. Bon, je me répète peut-être encore une fois, mais moi j'ai eu l'occasion de tester vraiment. Peut-être que vous aurez l'occasion aussi de tester si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure, et ça donne vraiment une sensation incroyable. Je me répète. Bon, ben nous allons passer. Merci beaucoup, Eric.